fait cette allocution en direct du Maroc pour vous parler d'un certain nombre de sujets et en priorité, évidemment, l'interdiction de la conférence qui devait avoir lieu aujourd'hui à Rabat, à l'université Mohamed V. D'accord. On devait parler de la nécessité d'établir le panafricanisme des peuples aux quatre coins du continent. Comme nous nous y attendions, parce qu'il n'y a aucune surprise, les autorités du pays ont fait pression sur les responsables de l'université pour que ceux-ci fassent pression sur les organisateurs afin de censurer, d'interdire, d'éteindre le processus d'établissement de la conférence. J'ai été invité sur demande, sur proposition donc de la CESAM, la Confédération des étudiants et stagiaires africains résidant au Maroc. Et ces derniers, je tiens bien évidemment à les mettre hors de toute condamnation, de toute accusation. Ils font des conférences très régulièrement sur le panafricanisme et ils pensaient qu'en invitant une des personnes a priori les plus influentes de ce courant, il n'y aurait pas de problème. Mais c'était sans compter sur la dynamique géopolitique du régime dans lequel nous vivons, sous lequel nous vivons ici au Maroc, puisque nous le savons, les autorités marocaines sont aujourd'hui les plus grands alliés dans la région de l'entité israélienne. Et lorsque nous savons que l'ONG Urgence panafricaniste est une structure par essence anticolonialiste, il était tout à fait logique qu'un pays, en l'occurrence dirigé par des autorités qui sont alliées à la plus grande force colonialiste au XXIe siècle qu'est Israël, ne voit pas d'un bon œil un panafricaniste anticolonialiste qui vienne faire une conférence devant une masse de gens, puisque d'après ce que nous avions compris, il y avait une salle de 200 personnes et plus de 800 personnes étaient attendues pour la conférence d'aujourd'hui. Il est important de préciser que nous sommes en aucun cas surpris de cette situation, puisque le climat politique actuel, il faut savoir que dans la ville où nous sommes aujourd'hui, il y a quelques jours à peine, le ministre Benny Gantz, le ministre israélien, est venu signer avec les autorités marocaines un accord historique de partenariat comme on n'en a jamais vu dans cette région et quasiment jamais vu dans le monde arabe. Donc il ne peut pas avoir des collaborations de cet ordre et que nous puissions penser en toute tranquillité que notre discours puisse se propager. Mais le plus important en réalité n'est pas là. Le plus important est de savoir les raisons principales qui nous ont poussés à venir. Ce qui nous a poussés à venir, c'est qu'il y a différentes parties de la population vivant ici qui souhaitaient que nous puissions diffuser le message panafricaniste. La première partie, c'était évidemment, comme je l'ai dit, les étudiants d'Afrique subsaharienne qui se sentent plus que jamais concernés par le message que nous tenons et qui voulaient que nous puissions diffuser un message de fraternité et surtout un message de justice pour alerter l'opinion publique sur les conditions de vie qui sont les siennes, qui sont les leurs, excusez-moi, dans cette région. La deuxième partie, c'est qu'il y a un bon nombre de Noirs marocains, d'accord, des populations qui sont là depuis très longtemps, qui souhaitaient que nous puissions aussi nous exprimer sur la situation et sur les conditions de vie de ces derniers. Et il est très important que je puisse dire que bon nombre d'entre eux sont, contrairement à la première partie citée, très intégrés dans ce pays. C'est pour ça que parfois il est important d'être présent sur le terrain et de dire des choses avec justesse, objectivité, afin qu'on ne puisse pas être uniquement dans le fantasme issu des réseaux sociaux. Merci à vous. Et donc, bon nombre de Noirs marocains sont beaucoup plus intégrés, même si certains d'entre eux m'ont dit évidemment que dès lors que vous avez la population noire dans tous les pays du monde, vous êtes sujet à un certain nombre évidemment parfois de problématiques. Mais leur traitement et leur situation est très différente de l'immigration économique des Africains subsahariens. C'est très important de le dire. Il y a beaucoup plus d'intégration à leur sujet, beaucoup plus d'intégration chez les Gnawa, même s'il existe encore des spécificités et des éléments dont on doit parler par rapport à leur traitement au quotidien et dont ils ont essayé de nous transmettre des informations sur ce point. Et la troisième partie, ce sont donc les populations, un certain nombre de militants berbères marocains et arabes marocains qui sont dans une dynamique anti-impérialiste, dans la lignée de Mehdi Ben Barka, et qui se sentent plus que jamais, concernés par la démarche qui est la nôtre. Et parce qu'ils se sentent plus que jamais concernés par la démarche qui est la nôtre, il était important aussi que nous venions, parce que nous sommes dans une dynamique panafricaniste. Nous sommes dans une dynamique qui va dans le sens de l'unité de l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Cette unité ne pourra pas se faire sans se dire les choses. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on doit être capable de le dire. Quand il y a des traitements qui ne vont pas, on doit être capable de les énoncer. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas par rapport au traitement
d'un certain nombre d'étudiants qui nous en ont parlé, africains subsahariens, qui vivent dans des conditions difficiles ici. Mais il y a des raisons économiques et des raisons historiques. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas par rapport à la dynamique aujourd'hui profondément alignée sur l'oligarchie occidentale dans cette région qui ne vont pas et dont on doit être capable de parler et dont un certain nombre de militants berbères anti-impérialistes marocains nous ont parlé. Et donc c'était pour cette raison que nous venions et nous disons, parce que certains nous ont dit Kémy, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire dans ce pays qui est très allié à l'Occident, etc. J'ai dit non, vous n'avez pas compris. L'objectif c'est de ne pas confondre le régime et les populations. Les populations, tout ce qui est en Afrique, nous concerne. C'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas de ceux qui vont lancer des grands discours derrière les réseaux sociaux, qui vont parler sur le terrain. Nous sommes venus sur le terrain, nous avons vu un certain nombre de gens, d'accord? Nous remercions la fraternité de tous ceux que nous avons rencontrés, qui se sentent concernés par les problématiques que nous soulevons, d'accord? Il ne faut pas qu'on dise que tous les Marocains, par exemple, sont négrophobes ou racistes ou ceci ou cela, parce que la réalité est beaucoup plus complexe et nous devons fuir, nous devons du moins nous éloigner de la facilité. De la même façon que nous devons être capables de dire qu'il y a des choses, en effet, qui ne vont pas par rapport au traitement de l'immigration subsaharienne et qui, je pense, je prie pour, sera réglé dans les temps à venir. Et de l'autre côté, important de dire que par rapport à la population gnawa, il y a une réalité qui est que même s'il y a des spécificités parfois dans leur traitement, d'après ce que certains d'entre eux m'ont dit directement sur le terrain, ici, d'accord, il n'en demeure pas moins que, en effet, ils sont beaucoup plus intégrés que les Africains subsahariens pour des raisons historiques sur lesquelles on ne pourrait pas s'étendre. Parce qu'on n'aura pas forcément de temps pour ça. Donc je conclue en disant une chose très simple aux autorités marocaines. Il va falloir que chacun puisse choisir le pied sur lequel il veut danser. On ne peut pas parler de la volonté d'aider à développer le continent africain et en même temps être allié à la plus grande force colonialiste en ce XXIe siècle, qu'est Israël. Et dire cela ne signifie pas que nous sommes dans un essentialisme par rapport à tous les juifs, parce que je le répète, il y a des juifs qui sont bons et il y a des juifs qui sont mauvais. C'est très important de le dire, comme il y a des Africains qui sont bons et des Africains qui sont mauvais. Alassane Ouattara, c'est de quoi je parle. Il est important aussi de dire que par rapport au lien que le Maroc entretient actuellement avec la France qui elle-même se sent chahutée par la contestation populaire que nous dirigeons avec d'autres en Afrique francophone, la France tente aujourd'hui de passer par son allié le Maroc pour se replacer géopolitiquement et structurellement dans un certain nombre de pays. Nous disons aux autorités marocaines, rappelez-vous de quel continent vous appartenez. Rappelez-vous quelle est la terre-mère à laquelle vous appartenez. Vous ne pouvez pas être à la fois avec l'Occident et être à la fois avec les Africains. Il va falloir faire un choix. Nous sommes des militants souverainistes. Et c'est pour cette raison que vous avez interdit cette conférence. Parce que vous saviez que c'est ce que nous allions dire, mais vous avez été naïfs, mes chères autorités, sur ce point. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que vous nous interdisiez de parler à un groupe de 800 personnes n'empêchera en aucun cas que le message passe auprès de millions de personnes. C'est de cela dont il s'agit. Donc, j'adresse tous mes regrets à tous les frères et sœurs qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir nous voir à l'université, d'accord, de Mohamed V à Rabat, ici au Maroc. Je leur dis que ce n'est que partie remise. Je suis venu parce que je les aime, je vous aime tous. Les nôtres, plus que jamais, les Africains subsahariens, parce que nous sommes soumis à des réalités profondément similaires. Les nôtres, les Gnawa, les descendants noirs qui sont présents au Maroc depuis très longtemps, sont les nôtres. Et les militants berbères et arabes, marocains, anti-impérialistes qui s'inscrivent dans la lignée de Mehdi Ben Barka, vous êtes des nôtres aussi. Et je vous considère comme nos frères, que ces choses-là soient dites. Il n'y a pas de racialisme ici. Que la paix soit sur vous. Je passe maintenant au deuxième sujet, qui est un sujet tout aussi important, d'accord, qui est la situation dramatique qui se déroule à l'heure actuelle en Martinique et en Guadeloupe, et qui va se dérouler dans tous les autres territoires colonisés, appelés de manière impropre d'outre-mer, par la métropole, entre guillemets, qui est le pouvoir central de Paris. En effet, en Martinique, en Guadeloupe, on assiste aujourd'hui à une insurrection légitime, émanant d'une souffrance profonde du peuple, qui de par la chlordécone, qui de par les discriminations économiques, les discriminations politiques, se trouve aujourd'hui dans une situation, c'est très important de le dire, de le préciser, d'accord, de citoyens de seconde zone. À cela, on rajoute des mesures coercitives où on envoie les forces militaires, comme l'entité coloniale le fait vis-à-vis des colonisés, d'accord,
pour réprimer ceux qui ne sont pas d'accord avec l'imposition du pass sanitaire additionné au mauvais traitement que subissent nos populations, nos frères et sœurs dans ces régions que sont la Martinique et la Guadeloupe. Nous disons au pouvoir central français de faire attention à la manière dont il se comporte avec nous. Notre génération est une nouvelle génération. Notre génération n'est pas une génération qui va baisser les cieux. Notre génération n'est pas une génération qui va accepter d'être réprimée comme vous l'avez fait avec nos aïeux. Nos aïeux ne l'acceptaient pas, mais n'avaient pas les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour nous organiser. Même s'ils étaient des plus dignes, des plus profonds, des plus sincères, des plus puissants. Nous disons au pouvoir central français, nous disons à Emmanuel Macron que nous allons venir prochainement dans cette région. Nous allons venir. On vous laisse passer. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. C'est bienvenu au Maroc. Merci infiniment. C'est bienvenu au Maroc. Merci infiniment. Les Marocains zéro. Merci infiniment. Marocain zéro. Ah, tu es responsable de ton propos. Comme ça, on ne dira pas que c'est moi qui l'ai dit. Il n'y a pas de problème. Merci mon frère. Merci. On est en direct. Bénin. On est ensemble. Merci. Et donc, pour ce qui est de la Martinique, la Guadeloupe et des autres territoires qui vont suivre cette démarche-là, la colère qui est exprimée, ce que je vois certains Martiniquais ou Guadeloupéens qui sont très en lien avec les autorités françaises, qui sont dans une dynamique coloniale, qui vont vous dire que oui, ils mélangent tout, ils confondent la lutte par rapport au pass sanitaire avec le chlordécone, etc., etc. Il y a un ras-le-bol de la population, de notre peuple dans cette région, qui en a marre d'être traités comme des entités colonisées. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, y compris dans cette région, c'est du processus de souveraineté, d'autodétermination politique, culturelle, économique. Et nous allons nous organiser. Je dis à tous nos militants, à tous nos frères et sœurs en Martinique et en Guadeloupe, tenez bon, vous faites un travail extraordinaire. L'Afrique est fière de vous, nous menons ce combat sur le continent et nous allons vous prêter main forte, comme nous l'avons fait depuis plusieurs années, d'ici peu de temps. Début 2022 va être très animé sur ce terrain. Que la paix soit sur vous. Dernier sujet, dernière étape. On avait dit qu'on allait en aborder d'autres, mais on n'aura pas beaucoup de temps malheureusement. Le dernier sujet qui est très important, c'est le Niger. Alors comme vous l'avez vu, le président Bazoum, président du Niger, qui est l'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire de la République du Niger, d'accord, sachant qu'il est impopulaire, a lancé une déclaration d'amour hystérique vis-à-vis du pouvoir français, parce qu'il se dit qu'en ayant le soutien de la France, cela lui permettra de sécuriser militairement, d'accord, sa présence à la présidence du Niger. Mauvais calcul. Parce que le vent de contestation que nous sommes en train d'organiser à différents endroits en Afrique francophone ne va pas s'arrêter à la porte d'entrée du Niger. Monsieur Bazoum, vous faites une grande erreur. Au lieu d'être à l'écoute des populations, au lieu d'être à l'écoute de nos revendications, vous préférez encore une fois servir le néocolonialisme français parce que c'est un schéma, les accords de coopération qui ont marché depuis des années. Vous aviez beau être impopulaire, tant que vous aviez le soutien de la France, vous teniez. Mais aujourd'hui, votre soutien est en train d'être balayé. En Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, vous l'avez vu, et ça viendra au Niger. Et nous allons nous organiser pour que ceci puisse être fait. Il y avait un dernier point que nous devions évoquer, l'Éthiopie, mais nous y reviendrons beaucoup plus longuement. Évidemment, un soutien infini à M. Abiy Ahmed, le responsable numéro 1 politique qui existe aujourd'hui en Éthiopie. L'Éthiopie est l'entité qui n'a jamais été colonisée auparavant. L'Éthiopie, par M. Abiy Ahmed, a fait ces derniers temps des mouvements stratégiques visant à un rapprochement avec des forces non alignées sur l'hégémonie occidentale. Et c'est l'une des multiples raisons sur lesquelles nous reviendrons beaucoup plus en détail, qui fait qu'aujourd'hui l'Éthiopie est déstabilisée par des forces endogènes qui sont en réalité cooptées et manipulées par des forces exogènes. Nous appelons à un soutien sans limite de M. Abiy Ahmed et des responsables éthiopiens et de la population éthiopienne. Parce qu'à travers l'Éthiopie, c'est l'Afrique dans sa globalité qui est attaquée. Et comme M. Abiy Ahmed l'a dit, en attaquant l'Éthiopie, c'est toutes les populations noires du monde qui sont attaquées. Solidarité infinie, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons, ils finiront par comprendre. Merci infiniment.